beaucoup étudié Juba II. Juba II, c'est un personnage qui est fascinant et qui est aussi très mystérieux. C'est un roi d'origine africaine, d'origine numide, qui a vécu à l'époque d'Auguste, à une époque qui a été très foisonnante d'un point de vue historique, et on pourrait dire que Juba II, il est un peu emblématique de cette période. C'est un homme qui est à la croisée de plusieurs mondes, le monde africain, le monde romain et puis d'une certaine façon le monde hellénistique. Et c'est l'histoire de tous ces mondes que nous raconte aussi Juba II. Et il nous raconte aussi sa propre histoire, celle qu'il a voulu se forger à partir d'un itinéraire qui est tout à fait singulier, une histoire qui lui est tout à fait personnelle et unique, on pourrait dire, parmi ces rois africains de l'Antiquité. De Juba II, dans les faits, nous connaissons assez peu de choses finalement parce que peu de sources en parlent. Nous avons des bribes qui nous racontent sa vie chez les auteurs antiques, nous avons des monnaies qui nous montrent son image. Et on peut dessiner les contours de celle-ci avec quelques imprécisions qu'il faut bien que l'historien accepte. Alors, qui était Juba II? C'est un enfant qui a vécu ses premières années dans un royaume que l'on appelle la Numidie, donc un royaume qui s'étendait sur une grande partie de l'Algérie actuelle, à une période très troublée puisque son père s'était engagé à faire la guerre au parti de César, aux Césariens, qui disputaient le pouvoir au parti de Pompée, aux Pompéiens à Rome. Et cette guerre civile s'est déplacée en Afrique et Juba Ier a pris parti pour les Pompéiens contre César. La guerre se termine de façon fatale pour le royaume de Numidie puisque César gagne cette guerre, défait Juba Ier, fait la conquête de ce royaume et il emmène captif, comme symbole de cette conquête, eh bien, ce petit enfant, celui qui deviendra et que l'on appellera Juba II, qui est ramené comme otage à Rome. Il a quelques années, on ne sait pas très bien, 2 ans, 4 ans, et il marche devant le char de César au moment où il célèbre son triomphe à Rome en 46 avant Jésus-Christ. C'est la première fois qu'on entend ici parler de Juba II. Et c'est à Rome que Juba II va grandir, va passer sa jeunesse sans doute au plus près de la famille de César et puis très rapidement de celle d'Auguste, le premier empereur. Il en devient sans doute un protégé, un très bon élément, on pourrait dire, de l'élite aristocratique romaine. Très vite, il se distingue par sa culture, par ses capacités intellectuelles. Et Auguste décide de lui confier en 25 avant Jésus-Christ un royaume à gouverner en Afrique. Et en même temps qu'il lui confie ce royaume, eh bien, il lui donne la main d'une très jeune épouse à ce moment-là, qui est Cléopâtre Sélénée, donc la fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre, qui elle aussi avait été ramenée comme otage à Rome après la conquête de l'Égypte par celui qui était alors Octavien et qui avait gagné la guerre contre Cléopâtre et Marc-Antoine qui se suicident ensuite à Alexandrie. Et c'est avec Sélénée qu'il s'embarque donc pour gouverner ce grand royaume, encore indépendant, le dernier, au nord de l'Afrique. Étudier Juba II n'est pas une mince affaire pour un historien ou une historienne et c'est un véritable défi intellectuel tellement le Pulse aujourd'hui disponible nous montre un état très inachevé finalement de la connaissance. Mais en même temps, c'est un défi passionnant de reconstituer, même par bribes, ce que l'on sait de cet individu parce qu'on mesure qu'à travers lui, c'est une véritable page d'histoire de cette période charnière et cruciale de l'Antiquité que l'on peut réécrire. Alors pourquoi charnière ? Et pourquoi crucial à travers Juba II? Charnière parce que, d'un point de vue de l'histoire de Rome, on est au moment où se produit un changement de régime politique qui change la face du monde romain, c'est-à-dire le passage de la République à l'Empire, et qui change beaucoup de choses aussi autour de la Méditerranée, pour toutes ces régions qui ont été conquises par Rome. Et pourquoi crucial avec Juba II? Eh bien parce que Juba II est envoyé en Afrique dans ce qui est un royaume
donc quand même un État qui est en théorie indépendant, même si on sait bien qu'il est soumis par bien des aspects à Auguste, et Juba le sait, il doit son pouvoir à Auguste, et sa fidélité sera toujours sans faille. Mais on sent bien qu'avec lui, c'est aussi une nouvelle histoire que ce jeune roi a à cœur d'écrire, et qu'il écrit précisément au sens propre parce que ça a été un très grand érudit que les générations suivantes ont salué comme l'un des plus grands historiens de langue grecque. Effectivement, Juba est passé à la postérité d'abord en tant qu'historien, avant de passer à la postérité en tant que roi. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été un roi digne de ce nom, pas du tout. Et aujourd'hui, les études montrent bien et ont réévalué ce rôle. Et puis un indice très simple le montre, on ne peut pas régner une quarantaine d'années si on avait été un mauvais roi. À ce moment-là, tous les risques étaient présents pour que ce roi chute très rapidement. Donc quelqu'un qui est très intelligent, qui est lettré, et qui va mettre sa culture aussi au service de son royaume. Ce que tente Juba, c'est d'écrire une nouvelle histoire pour ce royaume africain, une histoire qui le raccroche à la Méditerranée hellénistique et à l'histoire grecque. Et donc il réinvente en quelque sorte, à la fois d'un point de vue géographique et d'un point de vue historique, eh bien, une histoire de l'Afrique qui place l'Afrique dans le concert, on pourrait dire, des nations qui comptent à ce moment-là en Méditerranée. Donc, au départ, on pourrait penser que tout est écrit. Il va diriger un royaume dont on sent bien que la main d'Auguste est très proche et que l'on pourrait percevoir déjà comme un territoire asservi à Rome, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui fait l'originalité pour Juba II, c'est que précisément il fait preuve d'une liberté qui ne cesse d'étonner les historiens aujourd'hui par rapport à bien d'autres rois qui avaient déjà, tissé des relations d'amitié, voire une certaine soumission avec Rome. L'originalité de Juba tient dans cette liberté. Donc, rien n'est écrit à ce moment-là pour l'Afrique avec lui. C'est comme une nouvelle histoire qui se dessine, qu'il tente et qu'il réussit très bien à écrire, qui durera avec son fils, qui malheureusement, lui, sera assassiné par l'empereur Caligula. L'aspect qui est aussi fascinant avec Juba II, c'est qu'il nous offre une fenêtre sur l'histoire de notre monde contemporain et de ses relations entre l'Europe, et plus précisément la France, et le Maghreb. Effectivement, l'image de Juba a été perçue au gré de ces relations qui ont été très violentes, bien sûr, avec la colonisation du Maghreb. Et puis une image qui a évolué à la suite des indépendances retrouvées au Maghreb, et plus particulièrement la guerre de libération de l'Algérie. Et on voit bien comment cette image de Juba a basculé en quelque sorte d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de l'image d'un bon petit roi africain que l'on lisait parmi les grands historiens aussi de l'Antiquité au début du XXe siècle, à celle d'un roi berbère qui serait le promoteur d'une culture amazigh ancestrale. Et là aussi, on retombe dans quelque chose qui est un extrême qu'il faut bien sûr nuancer. Et c'est ce que nous invite aussi à regarder, à contempler Juba II, c'est la façon dont on peut percevoir ce monde et nos relations de chaque côté de la Méditerranée, comment elles évoluent. Et c'est aussi une manière de faire évoluer le travail de l'historien de l'Antiquité. Et c'est ce qui l'invite à réfléchir très fortement sur cette histoire de l'Afrique. Et c'est aussi un enjeu personnel quand on est spécialiste de cette région.